Alors ici, nous avons la définition du potentiel. On voit bien que l'on peut déterminer une différence de potentiel à partir de la connaissance d'un champ électrique. Il suffit effectivement de calculer l'intégrale de circulation du champ électrique entre les deux points entre lesquels on décide de calculer la différence de potentiel ΔV ici. Ok, donc ça a déjà été vu en détail et maintenant on va se servir de cette formule-là pour obtenir une formule inversée dans laquelle donc on peut exprimer le champ à partir de la connaissance du potentiel et non l'inverse comme on l'a ici. Voilà, donc pour ça je vais proposer d'appliquer cette formule à un petit chemin infinitésimal plutôt que de considérer un chemin macroscopique, je vais considérer ce petit chemin comme se réduisant en fait au petit élément de longueur que j'ai appelé ici dl. Et je vais considérer donc cette intégrale-ci, mais uniquement sur ce petit élément dl. Donc le point I est infiniment proche du point F et est séparé donc par un petit élément infinitésimal de longueur appelé dl comme d'habitude. Et donc il s'agit de calculer la circulation du champ E sur ce petit élément de longueur. Ok, bon alors là il n'y a rien de plus simple bien sûr, l'intégrale va tout simplement disparaître. Si j'applique ici la définition du potentiel, ou plus exactement de la différence de potentiel entre mon point I et mon point F, eh bien je vais tout simplement avoir, pour la différence deviendra simplement une variation infinitésimale, dV, et forcément l'intégrale aura disparu. Je peux, si je veux conserver l'intégrale, je pourrais toujours dire que E est constant sur le petit intervalle dl, d'accord? Donc je peux le sortir de l'intégrale et il me reste juste à faire le calcul de la longueur dl elle-même, qui n'est rien d'autre que dl, autrement dit, l'intégrale disparaît, c'est une évidence. Et on voit donc que l'accroissement du potentiel sera donné, l'accroissement du potentiel du point I au point F séparé du vecteur dl sera donné par le produit vectoriel moins le produit scalaire moins E dl. Alors, bon, d'une part, donc on a donc une relation ici. On verra que cette relation en fait, va nous permettre d'obtenir le champ électrique à partir de la connaissance du potentiel. Alors, pour obtenir cela, je vais d'abord analyser ce deuxième membre, ici donc le membre de droite. Que signifie le produit scalaire E dl? Pour ça, je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Il suffit de représenter les choses dans un repère cartésien pour pouvoir exprimer le champ et le vecteur dl à partir de leurs composantes simplement, de manière à pouvoir exprimer leur produit scalaire. Alors le petit vecteur dl, je peux forcément l'écrire comme étant dx 1x plus dy 1y plus dz 1z, dx, dy, dz n'étant rien d'autre que les composantes du vecteur dl selon les axes x, y et z. Ok, donc ça c'est pour le vecteur dl, et pour le vecteur E, maintenant, ça c'est l'évidence, le vecteur E peut tout simplement être décomposé en ses composantes. La composante EX fois 1x, plus la composante EY fois 1y, plus la composante EZ fois 1z, me donneront bien sûr l'expression du champ électrique en toute généralité. Ok, donc ce produit scalaire E fois dl ici, peut se faire extrêmement confortablement. Il suffit de multiplier les composantes en x l'une par l'autre, les composantes en y l'une par l'autre, et les composantes en z l'une par l'autre. Et on verra donc tout de suite le résultat avec le signe moins. Si on n'oublie pas le signe moins, on aura donc bien moins ex fois dx, moins ey fois dy, moins ez fois dz, pardon. Je n'ai rien fait d'autre là que d'appliquer la définition du produit scalaire dans un système de coordonnées cartésiennes, donc pour lesquelles les vecteurs sont donnés par leur simple composante en x, y, z. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième membre ici. On verra que ça va nous conduire à une relation liant le champ électrique au potentiel, mais pour le voir, on va devoir traiter ici la variation du potentiel sur un petit déplacement infinitésimal dans l'espace. Et pour ça, je vais y aller progressivement. Je vais considérer tout d'abord une fonction à une variable.
Admettons que le potentiel ne dépende que de la variable x, et je présente les choses ici en toute généralité, c'est-à-dire que je présente une fonction d'une variable que j'appelle f, la fonction f de x, telle qu'une fonction f de x représentée ici, c'est le graphe de la fonction f de x. Alors, les choses vont être simples, je vais choisir un point x, sur l'axe x ici, l'abscisse x va forcément déterminer une valeur de la fonction f, que je vais donc appeler ici f de x, c'est la hauteur ici de la fonction, de la hauteur du segment ici au-dessus de l'axe en la valeur de x. Ok, rien de plus simple, c'est la définition de la fonction, je dirais c'est la définition du graphe de cette fonction. Ensuite, je vais considérer la valeur en x plus dx. En x plus dx, j'aurai donc avancé de dx ici par rapport à la première position, et là, je définis donc la différentielle de f à l'accroissement dx de l'abscisse va correspondre à un accroissement que j'appelle df de la fonction elle-même. C'est la différentielle de la fonction f. Ok, donc une fois que ceci est établi, eh bien on peut retrouver par exemple la notion de dérivée de fonction et de pente. En effet, ici on voit que pour un accroissement dx de l'abscisse, j'ai un accroissement df de la fonction. Et donc, si je fais le rapport de df sur dx, je vais tout simplement trouver la tangente de l'angle ici, c'est-à-dire la pente de la fonction que je mets ici en évidence. Donc ceci est un rappel très simple de la notion de dérivée que l'on trouve donc à partir de cette notion d'accroissement infinitésimaux. D'une part, accroissement infinitésimal de la variable x, et d'autre part, l'accroissement correspondant de la fonction, donc c'est df, ce que l'on appelle donc la différentielle de la fonction, correspondant, je le rappelle, à la différentielle ici de mon abscisse. Voilà, donc ceci est un petit rappel qui va nous permettre de comprendre comment les choses fonctionnent quand on a une fonction de plusieurs variables. Ici, j'ai représenté une fonction de plusieurs variables. Je n'ai représenté que deux variables, simplement pour pouvoir la représenter sur un tableau ici à 3 dimensions. Si j'avais mis 3 variables, je n'aurais pas pu représenter la fonction elle-même. Alors cette fonction de 2 variables, si je représente le graphe de la fonction de 2 variables, en tout cas l'équivalent du graphe, ça va forcément me représenter une surface. Tout à l'heure, je peux revenir ici en arrière, on avait une courbe qui montrait la valeur de x, la valeur de f pardon, pour chaque valeur de x. Mais maintenant, puisque j'ai deux variables, j'ai x et j'ai y, j'aurai forcément ici la hauteur qui va avoir une valeur pour chaque valeur de x et de y. Et cette hauteur, f de x, y, va donc former une surface. Okay, le graphe de la fonction devient une surface que je représente ici comme une surface montante. Il faut voir le plan xy comme étant, on a une vue plongeante sur le plan xy, et on a une vue ici qui est au contraire, je dirais, qui est en dessous ici, je dirais, de la fonction, de la surface correspondant à la fonction f de x. Ceci est pour bien vous situer la perspective dans laquelle je vais représenter les choses ici. Alors voilà, la problématique donc va être la même. Je vais partir d'un point x, y cette fois-ci, un point qui est déterminé par deux coordonnées. Le point est représenté ici, il a deux coordonnées, x et y. Je suis avec une fonction à deux variables. Un point donc représenté par deux coordonnées, x et y. À ces deux coordonnées va correspondre forcément une certaine valeur de ma fonction. La flèche verte ici indique cette valeur de la fonction, c'est la fonction ici, qui quand je monte selon une verticale ici me permet de toucher la surface. Je suis à la surface ici, c'est la valeur f de xy qui représente donc la longueur de ce segment qui me permet d'arriver du plan ici xy à la surface représentant la fonction f de xy. Ok, donc jusque-là les choses sont simples. Maintenant je vais considérer un accroissement dl, c'est bien ça que je fais ici pour le potentiel. Je fais un accroissement dl et je veux exprimer l'accroissement du potentiel résultant de ce petit mouvement infinitésimal dans l'espace. Ici je suis à deux dimensions, je le répète. Je bouge donc dans l'espace à deux dimensions, ici l'espace qui est déterminé par les coordonnées x, y. Donc dl correspond forcément à un déplacement du point. Donc le déplacement du point va correspondre à une autre verticale ici qui va correspondre donc à un autre point de la surface. Et en ce point, la surface a une certaine hauteur ici qui va forcément s'appeler f de xy plus df. df étant la différentielle de la fonction.
de deux variables. Et maintenant, pour trouver l'expression de cette différentielle, c'est bien ça que je cherche ici, l'expression de la différentielle de dv. Donc je passe d'abord en toute généralité ici pour une fonction f quelconque à de deux variables. Donc df, comment le retrouver? Simplement en procédant progressivement et en regardant le dl ici de manière décomposée. Je vais le décomposer tout simplement en ses composantes. Alors je veux dire que le déplacement dl ici, je pourrais le faire d'abord en me déplaçant en x et en gardant y constante. Je prolonge ici la ligne à y égale constante et je me déplace d'abord en x. En me déplaçant d'abord en x, j'effectue simplement un accroissement de x d'une quantité dx. Ok, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Sur ma surface ici, je me suis déplacé, donc si on la regarde toujours par en dessous ici, je me suis déplacé dans un plan à y égale constante, le plan qui passe ici par le point y ici, qui passe par cette droite-là, qui passe par cette droite verticale ici, c'est un plan. Et ce plan va me découper la surface ici sur un petit segment. Comme je suis sur un segment infinitésimal, toute courbure de la surface disparaît en fait. On peut estimer que ce segment est simplement rectiligne. Et voilà, donc je vais ici avoir un certain accroissement de ma fonction qui sera tout simplement donné par la pente de cette droite ici, le petit segment rouge que j'ai fait apparaître. Et cette pente, ce sera comme tout à l'heure à une dimension, ce sera simplement la dérivée de la fonction f de x par rapport à la variable x, puisque y est partout constant. Okay, donc cette pente ici, donc je vais avoir un accroissement qui va être donné par, ou plutôt une valeur de la fonction qui va être donnée par f en x, y, plus la pente de la fonction fois dx. Et c'est ça que je vais écrire ici. La valeur que je récupère ici au bout du petit segment, que j'ai obtenu en me déplaçant seulement sur la variable x, en accroissant la variable x en x plus dx, j'obtiens une valeur qui est simplement df sur dx fois dx, où ici j'ai introduit donc la dérivée partielle que nous avons déjà rencontrée. Okay, qui est bien donc la pente de la fonction quand je considère que y est une constante. Et c'est bien ça, j'ai utilisé ici ce que je viens de présenter à une dimension, mais pour une fonction de deux variables, pour laquelle on considère donc que y ne bouge pas. Ce qui est bien ce que j'ai dit, on bouge dans un plan à y égale constante. Et puis je peux faire la même chose en me disant, je peux aussi me déplacer en y. Si je me déplace en y, après le déplacement en x, je vais me déplacer en y. Si je me déplace en y à partir du point de départ, je vais avoir un petit déplacement qui est ici, qui va me donner donc un accroissement de la fonction qui sera tout simplement la pente de la fonction en y fois dy. Et bien sûr, maintenant, si je veux avoir le résultat final ici, le df, le f de xy plus df, je vais simplement sommer ce petit segment ici au petit segment que j'avais quand je me suis déplacé en dx. Ce qui revient à dire que j'ai décomposé mon déplacement dl en disant que je me déplace d'abord en dx pour obtenir le premier déplacement ici, en dx, et ensuite je me déplace en y pour reproduire en fait ce petit déplacement-ci, que je vais reproduire maintenant ici au-dessus pour arriver à mon point final. C'est ce qu'on voit apparaître ici. J'aurais pu faire la même chose, j'aurais pu commencer par y, et puis me déplacer en x, je serais arrivé au même point bien sûr. Et là, je suis tout simplement au point que je recherchais, je suis à une hauteur f de x, y plus df. Et maintenant je connais le résultat, je sais que ce sera donné par l'accroissement que j'ai ici, plus l'accroissement que j'ai ici, qui sont bien les contributions que j'ai en parcourant le premier petit segment. Ça c'est bien un accroissement de hauteur qui sera donné par la pente en x fois dx, plus un accroissement de hauteur qui sera encore donné ici par l'accroissement, la pente en y plutôt, fois l'accroissement en y. Et donc je peux maintenant remplacer le df ici par tout simplement la somme des dérivées partielles multipliées par les accroissements correspondants, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à x multipliée par dx, plus la dérivée partielle par rapport à y multipliée par dy. Voilà, donc les choses sont toutes simples. On a donc si on généralise ceci à 3 dimensions maintenant, on va arriver à la forme suivante de la différentielle de ma fonction de 3 variables, x, y, z, qui sera tout simplement la dérivée partielle par rapport à x fois l'accroissement en x, plus la dérivée partielle en y fois l'accroissement en y, plus la dérivée partielle en z fois l'accroissement en z. Ok, donc voilà, ça c'est l'expression générale de la différentielle d'une fonction de 3 variables. Je l'exploite ici pour interpréter le premier membre de ma relation ici.
Et ceci, donc, je dois l'égaler à ce que j'ai là, et je vais le faire directement. Je vais remplacer, je vais écrire que ceci est égal à ceci, et voilà l'égalité. L'égalité que je reprends donc ici. La différentielle, l'accroissement de ma fonction v, qui est donc ici écrit en termes de dérivée partielle, est tout simplement donné par le produit scalaire de moins EDL qu'on a écrit ici. Alors on va interpréter ça maintenant pour avoir le lien entre le potentiel et le champ électrique. Alors admettons que je fasse un déplacement qui se fasse uniquement en dx. J'ai représenté mon petit vecteur dl ici. Mon petit vecteur dl est à une composante seulement en x. Sa valeur vaut tout simplement dx et il est tel que dy et dz sont nuls. dy, dz étant nuls, je peux supprimer tout ce qui est en dy, dz, c'est tout simplement nul. Et j'ai donc tout simplement, on voit tout simplement que dv sur dx fois dx serait égal à moins e x dx. Je peux simplifier forcément les dx et je vois que le champ, la composante en x du champ électrique ne vaut rien d'autre que moins, il ne faut pas oublier le petit moins qui est là, moins la dérivée du potentiel par rapport à la variable x. Bon, la dérivée partielle du potentiel par rapport à la variable x pour être plus précis. Et je peux faire ça bien sûr pour les autres directions. Je peux très bien considérer un déplacement dl qui ne se fait que dans la direction y. Si ça ne se fait que dans la direction y, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber tout ce qui est en x et je vois apparaître une relation entre la composante y du champ électrique et la dérivée partielle du potentiel en y. C'est la relation qui apparaît ici. Je simplifie par dy, je mets le signe moins de l'autre côté et j'obtiens la même relation que j'avais ici en remplaçant x par y. Et bien sûr, je peux faire la même chose dans la direction z et j'obtiendrai une relation tout à fait symétrique en z, en y et en x. Ok, et voilà, donc ceci est le résultat. Je peux le regrouper bien sûr dans une seule équation, plutôt que de garder ces trois composantes séparées. Je vais enfermer ça dans une seule relation, qui est tout simplement la suivante, qui me dit simplement que le champ électrique, donc est un champ vectoriel, a des composantes Ex, Y et Ez qui sont tout simplement égales aux dérivées partielles du potentiel par rapport à chacune des variables correspondantes X, Y et Z. Et donc la composante en X valant moins dV sur dx, ben je peux mettre ici que E vectoriel est égal à moins dV sur dx, 1x. Même chose avec un y et même chose avec un z, avec les dérivées en y et z respectivement. Et voilà, donc ceci bien sûr je peux l'écrire en introduisant l'opérateur nabla que l'on a déjà rencontré lors de l'introduction de la divergence. L'opérateur nabla que voici, je ne vais pas le représenter, ce sont simplement les dérivées partielles par rapport à chacune des composantes multipliées par le vecteur unitaire correspondant. Et voilà, donc je peux tout simplement écrire que E vaut moins nabla fois V. Ceci, attention, n'est pas un produit scalaire, c'est simplement nabla appliqué à un scalaire. Ce ne peut donc pas être un produit scalaire, il faut bien faire attention. Faites la différence avec le produit scalaire qui définit la divergence. Si ici j'avais un vecteur, effectivement, je pourrais définir un produit scalaire ici et j'aurais à ce moment-là la divergence. La divergence n'est pas la même chose que l'opérateur que l'on a ici. L'opération que l'on a ici, en fait, s'appelle le gradient. Okay, le gradient, que l'on note également grade, plutôt que l'opérateur nabla. Souvent on préfère ceci, c'est plus parlant. Le gradient permet de traduire, je dirais, directement en français ce que signifie ce petit opérateur nabla appliqué à une grandeur physique scalaire. Ok, donc voilà, on dira tout simplement que le champ électrique vaut moins le gradient du potentiel électrique. Les choses sont extrêmement simples. On a maintenant le lien qu'il nous fallait entre champ électrique et potentiel. Et voilà, donc la mise en garde que j'avais faite apparaît maintenant ici. Ceci est la divergence du champ électrique. La divergence du champ électrique contient ici un produit scalaire. Faites bien attention à ça. Ici j'ai un vecteur, alors qu'ici j'avais un scalaire. Je ne peux forcément pas faire de produit scalaire d'un vecteur avec un scalaire. Le produit scalaire ne va apparaître qu'entre deux vecteurs. Donc le vecteur nabla, qui est un opérateur vectoriel, associé ici à un vecteur champ électrique. Là, je peux bien appliquer un produit scalaire, qui va bien me donner le produit de chacune des composantes du vecteur, c'est-à-dire d sur dx ici, avec la composante x du vecteur, etc. Pour les autres, je fais la somme et j'obtiens ce que j'appelle la divergence du champ électrique. Donc voilà, E est égal à moins gradient V, c'est de ça que je vais me servir et je vais d'abord interpréter ceci.
D'accord? E est égal à moins gradient V, nouvelle relation que l'on a, c'est la relation qui nous permet de calculer le champ en fonction du potentiel. Alors je vais ici choisir un potentiel à une dimension. Un potentiel à une dimension, ça veut simplement dire un potentiel qui ne varie que selon la variable x. En y et en z, je suppose que je n'ai pas de variation du potentiel. C'est une condition, c'est une situation particulière que l'on pourrait très bien rencontrer dans la pratique. Voilà, donc je vais appliquer, mon but est de calculer le champ de cette distribution particulière du potentiel, et donc j'applique la formule, je vois que le gradient de V, je l'écris ici en toute généralité, mais puisque je n'ai pas de variation en Y et en Z, ces variations-là vont tomber, et en plus la dérivée partielle devient une dérivée droite, bien sûr, puisqu'il n'y a plus lieu de parler des variables en X, en Y et en Z, et je suis donc affranchi de la notation des dérivées partielles. J'ai une dérivée droite. Et donc le gradient de V, ce sera tout simplement la dérivée droite de V par rapport à x fois 1x. Je traduis ce qui est ici. Il ne faut pas oublier le 1x qui est là. Le gradient sera bien un vecteur. Que signifie ce vecteur? C'est bien ça ce que je suis en train de faire ici. Je vais faire l'interprétation de ce que signifie donc ce vecteur gradient V. Donc gradient V, ici, donc on le voit, pour ce cas tout simple d'une variable, on voit que c'est tout simplement dv sur dx fois 1x, c'est-à-dire V' fois 1x. V' étant bien sûr la dérivée par rapport à x, je reprends ici les notations classiques. Alors on sait que V' représente la pente de la fonction d'une variable ici, et donc ce point-ci par exemple, une pente négative, ce qui veut dire que le vecteur va pointer vers les moins 1x, va pointer vers les x négatifs comme je dis souvent. Okay, on voit le vecteur gradient V ici qui est associé donc à cette fonction V de x. Ce vecteur, en ce point x ici, il pointe par là tout simplement parce que sa pente est négative. Donc on voit que le gradient ici pointe vers le maximum de la fonction, pointe vers les valeurs plus grandes de la fonction. Je pourrais d'ailleurs le dire exactement de l'autre côté de la même manière, puisqu'on voit ici que la pente est positive. Si la pente est positive, on voit que mon gradient va bien pointer vers les x positifs, vers le vecteur 1x lui-même, puisque cette fois-ci V' est positif. Et donc j'ai bien un vecteur ici qui sera toujours orienté vers la valeur maximale de V. C'est ce que je dis ici. Le gradient indique le sens de la montée, de la croissance de ma fonction potentielle. Ok, ceci bien sûr est valable pour n'importe quelle fonction scalaire, cela va de soi. Ok, alors maintenant en ce qui concerne le champ électrique, c'est moins le gradient du potentiel. Le gradient du potentiel, c'est dv sur dx 1x, ce sera donc moins dv sur dx 1x, et ce sera donc moins v' 1x. Il faudra donc tout simplement inverser les flèches que j'ai représentées ici pour représenter le champ électrique. Le module du champ électrique, ce sera bien donné par la pente du potentiel, et sa direction sera donnée par la direction de, cette fois-ci, donc le champ électrique va pointer dans la direction donc, des valeurs minimales de V de x. C'est-à-dire que le champ électrique sera toujours orienté vers une diminution du potentiel. Okay, on le voit ici, le potentiel va aller à l'inverse du gradient, puisque c'est moins gradient V, et donc on va toujours s'éloigner des maxima de potentiel. Le champ électrique sera toujours opposé au gradient de V, c'est-à-dire que le champ électrique va toujours montrer les valeurs minimales du potentiel. Ici, il va pointer par là. Ici, j'ai de nouveau une pente négative, c'est-à-dire que j'aurai de nouveau un champ E qui va pointer vers les x positifs, parce que le gradient, lui, pointe vers les x négatifs, la pente étant négative. Voilà, donc à une dimension, les choses sont extrêmement simples. Le gradient indique tout simplement la direction des valeurs les plus grandes du potentiel, alors que le champ électrique donc, va indiquer l'inverse puisqu'il s'agit de moins le gradient. À 3 dimensions, qu'est-ce que ceci donne? Les choses sont un petit peu plus compliquées. À 3 dimensions, je considère ici un champ scalaire de potentiel. Il ne faut pas oublier que ceci est un champ. Ça paraît bizarre d'appeler le potentiel un champ, mais c'est comme ça d'un point de vue mathématique. On a bien ici un champ scalaire. C'est-à-dire qu'on a des valeurs de V, on a une distribution de potentiel ici dans l'espace qui a des valeurs différentes pour chaque valeur de x et de y et de z. Et donc, à ce champ scalaire est associé un champ vectoriel que j'appelle le gradient de V. Le gradient de V, donc, ce sera tout simplement un vecteur qui aura donc différentes orientations en fonction du point où je me trouve dans l'espace, ici le point x. Alors, je vais maintenant considérer un petit déplacement dl à partir du point
x. Je vais dire que le point x était mon point initial et je vais me déplacer jusqu'à un point final ici, avec un petit déplacement infinitésimal comme je l'ai considéré tout à l'heure. Ça sera pour interpréter donc le potentiel. Alors je mets ici la définition du gradient. À toute fonction scalaire v sera associé un champ vectoriel gradient v qui est donné ici. C'est simplement les dérivées partielles de la grandeur par rapport aux 3 coordonnées multipliées donc par les vecteurs unitaires correspondants. Ça, c'est la définition du gradient. Je vais mettre maintenant dl. Et voilà, dl, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, c'est dx1x plus dy1y plus dz1z. J'ai simplement décomposé dl en ses composantes, ici en x, y et z. Et maintenant, je vais considérer le produit scalaire du gradient de v avec dl. Okay, et là, bien sûr, on va retrouver ce que j'avais tout à l'heure. On va retrouver, si je fais le produit scalaire ici, on va retrouver dv sur dx fois dx plus dv sur dy fois dy plus dv sur dz fois dz. Et là, on retrouve bien sûr l'accroissement de la fonction infinitésimale. C'est la différentielle de ma fonction v. On s'en rappelle tout à l'heure, je l'ai construit très progressivement à partir d'une fonction de 2 variables. Ici, on l'a à 3 variables. Ceci n'est rien d'autre que dv, par définition, je dirais. Okay, donc ça signifie que ce produit vectoriel, ce produit scalaire, pardon, de nabla v, c'est-à-dire gradient v avec dl, n'est rien d'autre que l'accroissement de la fonction v sur le petit déplacement ici dl. Je me suis déplacé en dl, ma fonction v a donc cru d'une certaine valeur dv, qui ne sera rien d'autre que gradient v en produit scalaire avec dl. Ok, donc avec ceci, ben voilà, j'ai traduit le dv ici, c'est simplement vf moins vi, bien sûr, le potentiel au point final moins le potentiel au point initial, c'est évident. Voilà, alors je vais considérer ce produit scalaire d'un autre point de vue maintenant. Je vais dire que c'est simplement le produit des normes des deux vecteurs fois le cosinus de l'angle qui sépare ces deux vecteurs, le cosinus de l'angle, hein, je viens de le mettre en évidence ici, hein, c'est ici tout simplement gradient v multiplié scalairement par dl, ça va être la norme de l'un fois la norme de l'autre, fois ici le cosinus de l'angle. C'est bien ce que j'ai représenté ici. Ok, alors ceci va me servir à interpréter le gradient. Que signifie ce vecteur gradient ici quand on a un champ scalaire à 3 dimensions, hein, c'est quelque chose qui est assez abstrait apparemment. Donc on va l'analyser tout simplement, tranquillement, grâce à cette confrontation ici, ces deux écritures. Hein, on va voir ce que ça va donner. Je vais choisir des déplacements dl, des petits déplacements dl vectoriels ici qui ont différentes directions, de manière à donner différentes valeurs au cosinus de θ ici. Alors la première avec laquelle je vais commencer, c'est la direction la plus évidente. Je vais me déplacer dans le sens du gradient. Je vais choisir dl de manière à ce qu'il soit ici dans le sens du gradient. Donc je vais mettre f ici le point final dans le sens du gradient. Je vais donc dire que θ vaut tout simplement 0. Si θ vaut 0, ça veut dire que le produit scalaire ici, ben, il prend tout simplement sa valeur maximale. Hein, pour un dl donné, si je prends une norme de dl donnée, si je me déplace avec ce dl donné dans la direction du gradient, ben j'aurai forcément à ce moment-là la valeur maximale de l'accroissement de la fonction. J'aurai le dv maximal, c'est ce que je note ici, dv maximum, puisque le cosinus ne peut pas prendre de valeur plus grande que 1. Hein, ce sera bien pour 0 que j'aurai la valeur maximale. Hein, d'accord ? Donc on voit bien que c'est quand on se déplace dans le sens du gradient qu'on aura un maximum de croissance de la fonction considérée. Hein, on voit déjà tout de suite ici apparaître la définition du gradient. Le gradient est un vecteur qui pointe dans la direction de la variation la plus grande de la fonction considérée, c'est-à-dire ici le potentiel. Ok, donc on a bien dv max, c'est la plus grande variation de dv qu'on peut avoir. Toutes les autres orientations que je vais avoir vont présenter un cosinus. Le cosinus sera toujours inférieur à 1 et on sera toujours avec un accroissement plus faible que le résultat que j'ai ici avec mon cosinus qui valait 1. Okay. En l'occurrence, si je choisis la direction opposée au gradient, si je me déplace ici de manière opposée au gradient, ben je vais forcément là tomber à la valeur minimale, hein, négative même, puisque le cosinus ici, c'est le cosinus de 180, il vaut moins 1. Ici, je vais tomber sur la valeur minimale du potentiel que je peux atteindre pour une valeur de dl donnée en module. Hein, si je prends un dl en module et que je me déplace à θ égale 0, j'ai la valeur maximale, mais si je me déplace maintenant avec θ valant 180 degrés, ben je vais obtenir la chute
maximale, c'est-à-dire la valeur minimale que je puisse obtenir pour la valeur de V. Et c'est ce que j'appelle dV min. dV min s'obtient donc pour θ valant pi, alors que là j'avais θ égale 0, et ce sera bien moins le module du gradient fois dl, puisque le cosinus vaut bien moins 1. Ok. Et une troisième situation que je considère ici, c'est la situation intermédiaire quand je me déplace perpendiculairement au gradient, quand θ ici vaut pi demi, toujours pour le même module de dl ici. Si je me déplace à un angle de pi demi du vecteur gradient, je vais tout simplement n'accroître de rien du tout. La différentielle sera tout simplement nulle. Le potentiel sera resté constant quand je me suis éloigné à 90 degrés du gradient. Tout simplement parce qu'à 90 degrés, le cosinus est nul. J'ai donc bien 0 pour l'accroissement de ma fonction. Ceci est bien l'accroissement de ma fonction dv. Okay, c'est bien la même expression que j'ai là et que j'ai là. Je les ai exprimées de deux manières différentes, de manière à savoir ce qu'est l'accroissement de ma fonction v dans les différentes situations. Et voilà. Donc, maintenant je peux interpréter le gradient de manière extrêmement simple. Le gradient est simplement un vecteur qui pointe dans la direction de plus grande pente positive. Je suis effectivement dans la direction de plus grande pente positive. Si je vais dans la direction du gradient, je vais toujours vers les valeurs les plus grandes de V que je puisse trouver. C'est la plus grande pente positive que je peux trouver. Quand je vais à l'inverse du gradient, j'ai la plus grande pente négative. Et c'est bien ça qui va se passer avec le champ électrique, bien sûr, puisque le champ électrique, c'est l'inverse, c'est l'opposé plutôt du gradient. Si c'est l'opposé du gradient, ça veut dire que le champ électrique, il est là. Il pointe dans la direction opposée. C'est un vecteur qui a le même module que le gradient de V ici, mais il est opposé. Et donc là, je pointe vers la direction de plus grande pente négative. C'est un petit peu comme le skieur qui, pour aller le plus vite possible sur la piste de ski, va orienter ses skis dans la direction de plus grande pente. C'est la direction du champ électrique si l'altitude de la piste, ici en tout point, représentait le potentiel électrique. C'est une image qui est commode pour voir ce que c'est que le champ électrique. Le champ électrique descend toujours le potentiel, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ce sera très pratique de voir cette image-là pour la résolution des exercices et pour la visualisation des situations physiques que l'on va rencontrer par la suite. Voilà. Alors une dernière remarque ici qui se base sur ce résultat-ci. Donc quand je me déplace à pi demi du gradient, donc à un angle pi demi du gradient, à 90 degrés du gradient ici, ça veut dire que je me déplace avec dl ici à 90 degrés du champ électrique. Si je suis à 90 degrés du gradient, je suis aussi à 90 degrés du champ électrique. Ça veut dire que si j'effectue des déplacements partout dans l'espace qui sont perpendiculaires au champ électrique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je ne change jamais de valeur de potentiel puisque j'ai toujours des dV qui sont nuls. C'est le dV 0 ici. J'avais un dV max, un dV min et un dV 0 qui vaut 0 par définition puisque je me déplace à pi demi. À pi demi, le cosinus vaut 0. Et je vois donc que si je me déplace perpendiculairement au champ électrique, je me déplace donc perpendiculairement au gradient, et donc je suis ici tout simplement sur une équipotentielle, V égale constante. Et on constate ainsi que les surfaces équipotentielles, dans un problème d'électrostatique, sont toujours perpendiculaires au champ électrique. Voilà, je représente ici une ligne de champ électrique. Quand vous avez une ligne de champ électrique, vous êtes sûr que l'équipotentielle correspondante, c'est une surface ici qui sera perpendiculaire à cette ligne de champ.